Bonsoir. Donc bonjour, je viens pour commencer la conférence de Marie Poirier ce soir, juste pour remettre un peu en contexte. Donc l'année dernière, avec les étudiants de 3e année design, on a fait un projet avec, à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Les étudiants ont travaillé sur l'expérience de repas pour les enfants du service de cancérologie pédiatrique. Et on a fait une petite édition qui raconte tous les projets. Donc, si les étudiants qui sont intéressés veulent voir cette édition, ils peuvent me demander soit à moi, soit à l'administration pour pouvoir voir cet élément. Je sais qu'il est aussi à la bibliothèque. Et à la suite de ce projet, j'ai un peu par hasard, par des amis communs, rencontré dans une soirée Marie Poirier. Et en fait, on a parlé pendant 1h30 du projet que moi j'avais fait avec les étudiants, que les étudiants avaient fait à Bordeaux. Et elle de ces projets, puisque Marie Poirier est designer et une des premières, la première designer intégrée, une des premières designers intégrées au sein des hôpitaux, donc au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences à Paris. Et donc un designer dans un hôpital, c'est pas commun. C'est effectivement nouveau comme position pour le designer. Donc ce soir, elle va vous raconter un petit peu cette aventure. Et donc à la suite de cette rencontre, on a décidé de travailler ensemble. Et en fait, elle m'a proposé un truc dont je rêvais pour mes étudiants depuis longtemps, que je ne rêvais pas dans un hôpital, mais qui m'intéressait. C'était d'amener les étudiants dans un contexte, pendant une semaine, immersion dans un contexte, pour pouvoir imaginer un projet. Donc elle m'a dit, mais venez. On va faire une semaine de workshop, d'immersion dans un hôpital à Paris. Donc c'est ce qu'on est en train. Donc le projet a commencé cette année. La semaine d'immersion était en octobre, donc avec les étudiants de 3e année design. Et ils travaillent maintenant sur le projet. Donc sur l'idée d'amener une nouvelle sensorialité dans le service de psychiatrie à l'hôpital Bichat. Donc c'est un contexte très fort, comme vous pouvez l'imaginer, mais très passionnant. Et Marie venait comme ça à mi-projet, un peu voir les projets des étudiants et voir si on partait dans les bonnes directions et préciser, argumenter, discuter de tous ces projets. Et ce projet-là se terminera en avril. Donc en avril, toute l'équipe de 3e design qui travaille sur ce projet reviendra à l'hôpital Bichat pour présenter le projet à l'équipe soignante et pour avoir des retours. Et nous repartons donc avec Nicolas Gautron et moi-même, puisqu'on travaille en équipe sur ce projet, l'année prochaine pour un nouveau projet avec le LABA, mais aussi avec l'École des Arts Déco de Paris. Donc on fera une immersion encore dans un des services du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et avec les étudiants de l'École des Arts Déco de Paris. Je vais résumer tout, je laisse la parole. Merci pour ton introduction, Anne, et pour l'invitation de l'école. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais vous parler effectivement de design à l'hôpital. L'hôpital, un milieu comme ça, un peu hostile, de compétences des créateurs, mais où tout est à construire et qui offre des questions passionnantes. En tout cas, je vais essayer de vous en convaincre. Donc le LABA, c'est le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité, c'est une cellule de design et création qui est intégrée aux hôpitaux psychiatriques de Paris, qui s'appelle le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc je vais commencer par élargir en vous contextualisant ce que c'est la place un peu des labos d'innovation, de création, de design à l'hôpital, et après je rentrerai plus en détail dans le projet du LABA, je finirai par vous montrer quelques exemples de projets. Donc, pour commencer, sur le sujet du design à l'hôpital, alors c'est un sujet qui n'existe pas encore vraiment, c'est-à-dire qu'il existe encore très peu de laboratoires de design et de création. On peut néanmoins nommer la fabrique de l'hospitalité du CHU Strasbourg, donc ce sont les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont depuis une petite quinzaine d'années une cellule de développement culturel qui s'est renommée la Fabrique de l'Hospitalité, qui travaille, alors là, pour le coup, CHU Strasbourg, c'est un hôpital généraliste, on soigne le corps, vous n'avez pas tardé à comprendre qu'en France, on soigne la tête d'un côté et le corps de l'autre, enfin, en tout cas la tête sur le plan psychique. Donc voilà, la Fabrique produit un travail important depuis à peu près 15 ans,
et beaucoup aussi avec un diplôme supérieur d'art appliqué d'un lycée des environs qui s'appelle le lycée Le Corbusier. Ils produisent énormément de documentation de tous leurs projets, donc je vous invite à aller sur leur site internet si vous êtes curieux. La Fabrique de l'Hospitalité, vous trouverez énormément de références, de ressources, d'outils, d'articles. Un deuxième exemple, un deuxième exemple, la Mayo Clinique, qui est donc un hôpital, un groupe privé d'hôpitaux américains, qui est le premier grand exemple depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, avec le Kaiser Permanente à avoir intégré la compétence du design. Alors, ça a beaucoup été impulsé par le groupe californien IDEO, que vous connaissez peut-être, donc une approche basée sur les outils du design de service au service de l'amélioration de l'expérience du patient au sens large. Donc la Mayo Clinic, elle a vraiment fait école aux États-Unis. Un exemple aussi en Australie du Design for Health and Wellbeing Lab de l'hôpital d'Auckland. Alors là, la particularité, c'est que c'est un labo qui a duré 5 ans et qui s'est éteint au profit du coup d'une dissémination de la compétence au sein des directions de l'hôpital. Donc oui, en gros, ils ont considéré qu'ils avaient besoin d'une phase d'amorce de 5 ans et qu'après, il fallait qu'ils disparaissent pour que chacun s'empare en fait, de ses compétences de design. Un exemple non loin, à Londres, le UX Design Center, qui est en fait une émanation du Royal College of Art, qui a investi le St Mary's Hospital de Londres depuis 2014. Alors eux, ils ont construit une espèce de boîte en bois au sein de l'hôpital et dans laquelle ils conçoivent, ils sont très orientés e-santé pour le coup, ils conçoivent des produits et services plutôt tournés télémédecine et compagnie depuis l'hôpital en lien avec aussi des étudiants en doctorat de recherche du Royal College of Art. Alors maintenant, je vais vous parler de ma crèmerie, le labo du JHU Paris, donc, qui n'est pas un labo très ancien, qui a aujourd'hui un petit peu plus de 3 ans. Donc d'abord, pour vous brosser brièvement de quoi on parle, donc le JHU, c'est la prise en charge des maladies psychiques et psychiatriques. Alors en France, c'est valable partout. Vous êtes soigné là où vous habitez. Donc quand vous êtes résident d'un territoire, vous devez être soigné par les services qui sont en place sur ce territoire. Là où vous pouvez vous soigner dans n'importe quel hôpital généraliste. Donc comme Paris est une ville très dense, elle est découpée en multiples secteurs. Donc vous habitez tel secteur, tel arrondissement, vous êtes soigné dans ce secteur-là. Un secteur, c'est 75 000 habitants, et ça, c'est valable partout en France. Donc, il y a 8 suites d'hospitalisation, adultes et enfants, et 5 foyers, c'est les suites d'hospitalisation. Énormément de services ambulatoires. La psychiatrie, c'est une spécialité qui s'est beaucoup décloisonnée avec la fin, dans les années 70, du modèle asilaire, qui voulait que les patients étaient hospitalisés toute leur vie, finalement. Aujourd'hui, l'hospitalisation est réservée à la phase aiguë. Je vous raconte tout ça parce que ça va nous être utile après, un cours sur la psychiatrie. Et donc ces services ambulatoires, c'est des services de ville qui sont des petits centres de proximité et qui permettent la continuité des soins des personnes qui sont sorties de l'hospitalisation aiguë, mais qui sont encore des personnes fragiles. Donc la psychiatrie en France, elle repose beaucoup sur ces services ambulatoires qui permettent aux personnes de retourner dans la cité, éventuellement de retourner chez elles et éventuellement de reprendre partiellement leur travail. Et on a aussi un hôpital spécialisé dans la prise en charge en neurosciences. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on dessert. Donc c'est un hôpital multisite, vous l'avez compris. Alors notre équipe du LABA, comment elle se compose? Donc on est à peu près 5 personnes. Dans la conduite opérationnelle de projet, nous sommes donc 3 designers avec des compétences un petit peu différentes. Et on a aussi un pôle recherche avec 2 chercheurs associés qui sont doctorants en art et design pour l'une et doctorants en histoire de la psychiatrie pour l'autre. Alors, que sommes-nous à
Alors, donc, vous l'avez compris, nous sommes un laboratoire intégré à l'hôpital, c'est-à-dire que nous sommes agents de l'hôpital, agents contractuels de l'hôpital. Donc, les équipes médico-soignantes sont nos collègues, et ça change tout. Néanmoins, on est là pour les aider à regarder les situations avec un autre point de vue. Parce qu'on vient d'un milieu, le milieu de l'art et de la création, qui est un milieu très différent de celui de l'hôpital. Et bien que nous soyons intégrés, que nous soyons agents de cet hôpital, on continue à regarder les situations, les espaces qui se présentent à nous avec des yeux très différents, parce qu'on n'a pas du tout été formés avec les mêmes outils, avec les mêmes pensées, la même relation aux espaces de soins. Et c'est donc très important qu'on ramène ce regard exogène. Donc notre cœur de métier, c'est de travailler sur toutes les formes de l'accueil et de l'hospitalité, et de travailler, alors c'est peut-être un peu complexe à comprendre, mais je vais vous l'expliquer, sur les cultures institutionnelles. Ramener des projets nouveaux, des projets innovants, etc., dans un milieu nouveau, ça ne peut pas se faire sans un travail préalable sur quelle est la culture qui préside et qui précède de ce milieu dans lequel j'arrive. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est l'histoire, c'est les valeurs, c'est les doctrines, ce en quoi on croit. Quand vous ramenez un projet nouveau, on peut dire un corps étranger, il faut de manière vraiment systématique avoir d'abord essayé de comprendre dans quel milieu vous interveniez, quel était son système de pensée, de croyance, son histoire, son historique. Donc, on ne peut pas travailler sur des projets nouveaux, donc ramener de l'altérité de l'autre, en l'occurrence la plupart des projets qu'on amène, sans avoir préalablement bien essayé de comprendre, d'analyser toute la situation du service dans lequel on intervient. C'est un peu la condition pour que les projets existent. Vous avez peut-être souvent déjà entendu parler de projets qui échouent au stade du développement, qui sont pourtant des super idées, qui ont une super matérialité, mais qui n'arrivent jamais à s'intégrer dans leur milieu. C'est parce qu'on a, c'est pas que, mais c'est notamment parce qu'on a insuffisamment analysé la situation qui précédait, la dynamique relationnelle des personnes. Et pour nous qui sommes du coup des acteurs agissants de l'intérieur, on a vraiment un travail important à faire sur ce point-là. Un point aussi qui vous paraît une évidence, le fait de travailler en transversalité, ça veut dire travailler avec des professionnels d'autres métiers, faire passer des idées d'un secteur à l'autre. Vous êtes des professionnels qui représentent la pluridisciplinarité, la transversalité. Vous avez l'habitude de travailler les uns avec les autres, avec des compétences diverses et variées. L'hôpital, c'est une institution qui fonctionne de manière très traditionnelle encore en France, et c'est-à-dire en silo. En grosso modo, vous avez les travaux qui travaillent de leur côté, les achats qui travaillent de leur côté, les ressources humaines qui travaillent de leur côté, la recherche qui travaille de leur côté, et il y a assez peu de projets transversaux coportés. Donc nous, on se fait aussi souvent le trait d'union, parce que quand on veut mettre en place des projets nouveaux, il faut mettre tout le monde autour de la table. Donc on a une certaine facilité à le faire parce qu'on est spécialiste d'aucun de ces sujets, donc on reste des spécialistes du projet en tant que concepteur. Et donc, quelque part, on est comme, si vous voulez, l'élément invité qui permet du coup de mettre les gens autour de la table. Ça, c'est aussi assez précieux. On amène aussi, là encore, quelque chose qui peut vous sembler évident, mais qui n'est pas dans la culture de l'hôpital, le fait de faire travailler l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est? C'est de croiser les regards et les points de vue des uns et des autres, des experts et des considérés comme non-experts, de faire parler ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Pour les patients à l'hôpital, c'est la reconnaissance des savoirs expérientiels. J'ai été patient à l'hôpital, je connais très bien l'hôpital, je sais comment il fonctionne. C'est peut-être biaisé par mon point de vue et mon expérience individuelle, mais ça n'en est pas moins un apprentissage, une connaissance dont je pourrais faire profiter l'hôpital pour l'aider à avancer, à mieux accueillir, etc. Donc nous, on aide à faire entendre ces voix qui viennent de l'extérieur, mais qui sont éminemment internes, et à les faire travailler ensemble. Je vous montrerai à travers plusieurs projets où on propose ces espaces de collaboration avec des parties prenantes extérieures à l'hôpital. Donc on a choisi de marier les projets opérationnels et les projets de recherche. Encore, je expliquerai un peu plus en détail à travers les projets, parce que tout ce qu'on produit à l'hôpital, on tâtonne. Il n'y a pas un manuel des Castor Junior de design à l'hôpital. Donc à travers chaque projet, on apprend à faire du projet de design à l'hôpital.
Et comme on est toujours en train d'expérimenter, on a besoin d'avoir une approche réflexive à côté, à travers différentes activités de recherche, d'écriture et de séminaires, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on travaille, pourquoi ça grippe aussi, pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des résistances, pourquoi parfois tout se présente bien, d'avoir une approche un peu analytique de ce qu'on produit. Là encore, ça vous paraît une évidence, hein, mais il faut vraiment comprendre que l'hôpital est un milieu très étranger à votre mode de pensée et de travail. Le fait d'expérimenter les concepts avant de les déployer, c'est un truc complètement fou. De se dire, on va tester. Vous avez l'habitude de passer par des maquettes et des prototypes. À l'hôpital, on maquette et on prototype très peu parce qu'on est dans un milieu très fragile, très sensible et qui est tout à fait hostile au risque. Il faut que le risque soit réduit au minimum. Donc la culture de l'expérimentation que vous portez, il faut pouvoir la transmettre à l'hôpital. Assumer ce risque, alors dans des proportions raisonnables, on peut faire ça. Mais du coup, nous, on est vraiment chargé aussi de faire comprendre les bénéfices de l'expérimentation à petite échelle, avec des moyens légers, avant de déployer les projets. Et ensuite, en termes financiers, peut-être que vous posiez, ou peut-être pas cette question, mais néanmoins, dès que vous serez sur le marché du travail, vous allez vous la poser. Combien ça coûte et comment est-ce qu'un hôpital public qui est dans la rue, exsangue, qui démissionne, etc., peut se payer nos compétences? Donc effectivement, il y a un engagement très fort de l'hôpital à avoir pu créer nos postes. Et je vous ai déjà commencé à vous dire que c'était assez rare dans les hôpitaux. Donc il y a 2 hôpitaux en France qui ont intégré ces compétences, Strasbourg et donc Paris, la psychiatrie. Nous, on est arrivé dans un contexte de fusion des hôpitaux qui a généré beaucoup de revenus et qui a nécessité aussi un accompagnement sur le plan des cultures, de la culture et des cultures, de ces hôpitaux qui avaient fusionné. Donc on s'est présenté, on va dire, dans un bon contexte et l'hôpital a pu créer nos postes. Néanmoins, on va aussi chercher des financements extérieurs sur la plupart, quand même, la plupart de nos projets pour participer à cet engagement de l'hôpital. Donc on répond à des appels à projets, on va chercher des financements qui vont nous aider à soutenir les efforts de financement des projets. Je détaillerai un petit peu après. Voilà. Donc très brièvement, ce qu'on appelle notre écosystème d'acteurs, comment est-ce qu'on travaille à l'intérieur de l'hôpital qui, vous êtes déjà peut-être allé à l'hôpital, est souvent une ville dans la ville. Donc nos premiers utilisateurs, c'est les patients et les familles et les équipes médico-soignantes. Donc les premières personnes avec lesquelles on travaille, c'est ces 2 groupes d'acteurs qui sont vraiment nos premiers bénéficiaires. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a les équipes médico-soignantes dans la boucle, parce que là encore, quand vous introduisez un projet nouveau dans un milieu, vous ne le faites pas simplement pour ceux qui vont en bénéficier, en l'occurrence ici les patients, vous le faites aussi pour ceux qui vont animer ces projets. En l'occurrence, les agents, les salariés, les travailleurs, comme vous voulez les appeler, parce que vous êtes designer, vous n'êtes pas infirmier et médecin, c'est pas vous qui allez mettre en action vos projets que vous produisez pour l'hôpital. C'est les professionnels qui passent le clair de leur temps, le plus clair de leur temps. Donc c'est très important de les intégrer tout de suite en fait dans la boucle de conception, parce que là encore, comme je disais tout à l'heure, si vous oubliez de les intégrer, que vous négligez peut-être l'impact que va avoir l'introduction de vos propositions sur leur propre travail, vous risquez d'être complètement en décalage avec leur réalité, donc de ne pas avoir travaillé sur ce qui précédait, sur l'état des lieux et d'analyse de votre terrain. Dans nos collègues, je suis désolée, il y a un petit bout d'image qui est coupé, mais bon, ça ne gêne pas trop la compréhension. Pour pouvoir faire porter nos idées, et les projets, on est très soutenus par la direction générale. On est d'ailleurs nous-mêmes un service de la direction générale. On travaille avec les directions et les services administratifs, les commissions des usagers, des cellules spécifiques de la DRH. C'est pour vous dire que si on n'est pas très soutenu institutionnellement sur un projet fragile comme un laboratoire de design et création dans un hôpital, on ne sert à rien, on est là vaguement pour de la décoration et dès que l'hôpital doit refaire des économies, vous dégagez. Donc si on n'est pas très solidement intégré à la gouvernance de l'hôpital, ça ne peut pas fonctionner. Donc on est très inscrit dans ces instances de décision et on passe aussi beaucoup de temps à faire de la pédagogie. Beaucoup de temps et régulièrement, parce qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle le phénomène de turnover, c'est-à-dire
des directeurs qui vont travailler dans les hôpitaux. Donc vous avez tout le temps de nouveaux collègues à qui vous devez raconter votre travail. Vous verrez très vite, vous l'avez peut-être déjà vécu, que quand vous sortez de votre milieu de la création du design, vous tombez sur une écrasante majorité de personnes qui ignorent l'existence de vos métiers. Et donc vous devez aussi vous faire des ambassadeurs de vos métiers. Donc on a une partie de notre travail sur, on va dire, la mise en œuvre, la maîtrise d'œuvre, la fabrication du dessin, et une partie de notre travail sur la vulgarisation, la présentation, et qui est un travail qu'on remet sans cesse sur le métier, parce que nous avons sans cesse des nouveaux collègues. On ne s'en lasse pas, hein, j'ai l'air comme ça, mais on ne s'en lasse pas, parce que c'est aussi nos collègues qui nous aident à progresser, puisqu'on ne parle pas forcément le vocabulaire de l'hôpital, donc ce qu'on a raconté n'est pas forcément audible pour nos interlocuteurs. Voilà, tout ce monde-là nous aide à progresser. Et puis on a toute une partie de notre environnement, notre paysage de collaborateurs qui est à l'extérieur, qui sont vous, partenaires de création, chercheurs, écoles, universités, communautés professionnelles de culture et d'innovation, de santé. Alors, j'en viens, parce que là, vous commencez à plus en pouvoir. Qu'est-ce que ça produit tout ça? D'abord, un peu une classification bête et méchante. Alors là, je vais vous donner une image de nos projets en 2019. On a toute une partie qui sont des projets qui nous sont commandés, c'est-à-dire on a rendez-vous dans les bureaux de nos directeurs qui nous disent on a besoin de vous travailler sur tel sujet, vous êtes mandaté pour travailler sur tel sujet. On nous confie des commandes. Il y a toute une partie de projet, la tranche verte, que nous initions, parce que comme on fréquente assidûment les terrains de l'hôpital, on repère des choses qui nous étonnent, des choses parfois qui nous scandalisent aussi, et qui doivent faire l'objet de sujets. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes initiateurs de sujets. Et enfin, il y a toute une partie qui est plus donc, notre activité de recherche, d'échange, mais comme un peu aujourd'hui aussi, où on va expliquer et promouvoir ce qu'on produit, tant en interne qu'en externe, pour nourrir la recherche. Donc pour toutes les commandes de la direction générale, je vous les montrerai après en image, mais juste pour vous repérer dans les sujets, on a une partie, c'est ce que vous voyez en saumon, qui sont des projets financés sur l'extérieur, donc on a répondu à des appels à projets, et d'autres qui sont financés sur les fonds propres de l'hôpital. La charte des environnements, le premier rond, c'est un gros projet qu'on démarre cette année qui consiste à réharmoniser les accueils de nos hôpitaux. Je vous ai dit qu'on était un hôpital multisite qui avait récemment fusionné. Il y a un enjeu de rendre visible l'appartenance à un même hôpital de tous nos sites qui pour le moment ressemblent tous à des hôpitaux différents. Donc, il n'y a pas de visibilité dans l'espace. Donc on fait un gros travail de réharmonisation des accueils, comme a pu le faire la RATP, la SNCF. Vous savez tout de suite que vous êtes dans un guichet, RATP, SNCF. Après, la différence, c'est que nous, on n'a rien à vendre, donc il va falloir aussi qu'on le fasse de manière conforme par rapport aux valeurs de l'hôpital public qui n'a rien à vendre, mais tout à accueillir. Un travail, deuxième but, l'hospitalité et lien entre la ville et l'hôpital. Je vous ai dit que la psychiatrie était tournée vers son quartier, tournée vers l'ambulatoire. On a positionné un projet sur quel lien entre un hôpital et son quartier, quelles ouvertures, quelle possibilité de travailler ensemble. Un projet au milieu dont je vais vous parler un peu plus en détail sur l'expérience des patients. On a pu intervenir en amont de la construction d'un nouvel hôpital, d'un nouveau bâtiment dans nos sites, et on a intégré la dimension de l'hospitalité dans le cahier des charges de construction de ce nouvel hôpital. Alors là encore, ça paraît être un truc super technique et éloigné de vos préoccupations. La construction d'un hôpital, c'est l'objet peut-être le plus technique qui soit. Il n'y a pas de place pour l'art, pour la création, pour la prise en compte de l'hospitalité. Et on a eu cette chance inouïe de pouvoir intervenir au moment de l'écriture du cahier des charges qui sert ensuite au concepteur à faire une proposition, des plans, etc. et après réaliser le bâtiment. Et donc on y a intégré une exigence en matière d'hospitalité qui se traduit en mètres carrés, qui se traduit en prise électrique, mais qui se traduit aussi en prise en compte par exemple de la posture du patient. Le patient n'est pas toujours debout, il est souvent assis, il est très souvent allongé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital sur un brancard allongé, vous prenez des horribles néons dans la figure, vous voyez des plafonds un peu abîmés,
Et de toute façon, vous comprenez que rien n'a été pensé pour le corps allongé, alors même qu'on passe du temps allongé, que ce soit dans sa chambre ou en balade vers le bloc opératoire. Donc on a intégré ce type de prise en compte de toutes les postures du corps dans la construction de l'hôpital. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et ça se présente assez rarement, cette occasion d'intervenir autant en amont. On a aussi travaillé sur le nouvel accueil de l'hôpital Sainte-Anne, qui fait partie du GHU. Donc peut-être que vous connaissez l'hôpital Sainte-Anne de réputation. C'était un des premiers grands asiles il y a 150 ans, qui est donc aujourd'hui un hôpital ouvert sur la ville. Les gens n'y sont pas retenus. Et donc l'accueil de cet hôpital, quand on ne connaît pas, il peut être assez impressionnant. On n'a pas super envie d'aller à l'hôpital psychiatrique. Donc on a travaillé à tout ce qui pouvait participer de la déstigmatisation, du fait de rassurer et d'accueillir des visiteurs à cette première interface avec la ville qu'est l'accueil de l'hôpital. Et enfin, un dernier projet qui nous avait été commandé l'année dernière, autour d'un de nos hôpitaux historiques qui allait fermer, qui était un ancien asile, qui s'appelle l'asile de Péry-Vaucluse, qui n'avait plus de raison d'être, qui n'était plus du tout adapté à ce qu'on pouvait attendre de l'offre de soins en psychiatrie aujourd'hui, sur lequel on a fait un travail plus historique, patrimonial et mémoriel, pour faire quelque chose de ces 150 ans d'activité où tout n'avait pas été noir, il n'y avait pas eu que les images noires qu'on peut avoir de la rétention des aliénés à l'asile. Il s'est passé aussi beaucoup de choses passionnantes, intéressantes et bonnes, bon, pas que bonnes, mais dans cet hôpital, on a animé du coup un lieu temporaire participatif pour présenter toute cette histoire, ces 150 ans d'histoire. Sur les projets qu'on a pu initier, donc, qui sont venus de notre propre initiative et qu'on a dû donc défendre, dont on a dû défendre la légitimité, le bien fondé. Donc le premier, c'était sur l'expérience du repas. Là encore, vous avez sans doute peut-être été hospitalisé, vous avez mangé les bons repas de l'hôpital. Dites-vous qu'en psychiatrie, c'est la double peine parce que le bon repas, c'est pas 3 jours de suite, c'est 20, 30, 40, 50 jours de suite. Parce que les hospitalisations sont beaucoup plus longues en psychiatrie. Et qu'en plus, la faim des patients est un peu exacerbée par les traitements médicaux très très lourds qu'ils prennent, ce qu'on appelle les neuroleptiques, les anxiolytiques, les antipsychotiques. C'est des traitements qui vous donnent encore plus faim, qui vous font grossir et qui vous donnent envie de sucre. Donc c'est vraiment terrible. Tout ça en mangeant la mauvaise nourriture de l'hôpital. Donc on a proposé de s'attaquer de front à cette question. Alors en travaillant pas que sur le contenu de l'assiette, mais tout ce qu'on a appelé, et je le présenterai en détail, l'expérience du repas. Qu'est-ce qui fait aussi qu'est-ce qui participe de la mise en appétit. Donc ça a après inspiré le projet sur lequel on travaille avec vous et que Anne a présenté sur la sensorialité. Et donc on avait obtenu aussi des fonds de l'extérieur pour le travailler. Un deuxième projet de recherche autour du design sonore. Donc on a ramené des partenaires de l'IRCAM, vous connaissez peut-être ce grand laboratoire d'acoustique, d'informatique musicale, programmation musicale qui est situé à Paris, et qui travaille notamment dans tous les projets de recherche sur les liens entre le son et les émotions. On a voulu ramener ces compétences chez nous dans un projet qui consiste à repenser la place du son et de la musique dans les unités d'hospitalisation en psychiatrie. Je le développerai plus tard, donc on a pu aussi obtenir des sous, et c'était en partenariat avec 2 écoles, l'ENSI et les Beaux-Arts du Mans, qui a une section design sonore, une section assez rare. Un projet autour des jardins. Donc on a beaucoup de jardins, il y a toujours eu une histoire du jardin en psychiatrie, espace de déambulation pour les patients, de contemplation, de calme. Sauf que voilà, avec les années, ils sont tous un peu devenus des parkings ou des espaces non qualifiés. Donc on a relancé une dynamique autour de la valorisation des jardins qui font partie du patrimoine de l'hôpital et sur lequel on a pu travailler avec l'école du paysage de Versailles. Et enfin, un projet autour de la promotion de la lecture dans les unités d'hospitalisation. J'aurai l'occasion de vous redire combien c'est des espaces qui sont très vides, l'hospitalisation en psychiatrie adulte. Tout est fait pour éviter le risque que peuvent prendre les patients vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres. Donc c'est des espaces qui globalement sont assez vides et assez tristes, et dans lesquels, pour toute occupation, les patients ont accès à la télé. Donc la télé, c'est aussi très violent, parce que vous avez le droit d'aimer la télé, mais ça génère aussi beaucoup d'agressivité et de violence selon les contenus, et les patients ne sont pas toujours aussi d'accord sur le programme qu'ils vont regarder.
Donc nous, on a proposé de réintroduire la lecture, faire les livres d'images, la bande dessinée, parce que les patients peuvent lire aussi, parce que leur concentration est altérée par la prise de médicaments. Et on a conçu un présentoir à livres en carton qui réintroduit aussi un peu de fragilité. Et enfin, je vais passer vite là-dessus, on a donc un séminaire art design et santé entre hostilité et hospitalité des lieux de soins, qui est un lieu où on accueille aussi des intervenants extérieurs et où on débat de nos questions. On a aussi régulièrement des invités qui viennent à la bibliothèque médicale de Sainte-Anne. Le tout premier, c'était Rue Dibord. Vous connaissez peut-être Intégral Rue Dibord, une très grosse agence de graphisme et de signalétique qui travaille, c'est pas forcément la partie la plus connue de leur boulot, sur les questions liées à la désorientation, orientation, désorientation. Qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui crée de l'orientation ou de la désorientation? C'est une question qui est cruciale chez nous parce qu'on se perd de manière générale à l'hôpital. On se perd d'autant plus chez nous que les patients sont des personnes désorientées. Donc ça nous a permis d'initier un projet qui est en cours avec Intégral Modibor. Et enfin des articles et des colloques pour faire la promotion de ce qu'on met en place à l'hôpital, encore une fois parce que rien n'est acquis, parce que pendant encore bien longtemps les directeurs d'hôpitaux nous prendront pour des gens qui peuvent éventuellement amener un petit peu de bien-être, de détente, de sympathie, mais sans savoir exactement dire à quoi on sert. Les plus malveillants d'entre eux n'auraient légalement des fonctions secondaires de décoration qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc c'est important de donner de l'importance à ce sujet, et ça se fait notamment à travers la participation à des colloques, l'écriture d'articles et tout ça. Donc je vais rentrer dans quelques projets, notamment le premier. Alors c'est la construction d'un centre polyvalent dans le 15e qui allait accueillir 3 sites ambulatoires qui étaient dispatchés dans le 15e arrondissement. C'est un très gros arrondissement de Paris, très peuplé, c'est la population de Bordeaux dans un seul arrondissement, très dense. Et donc c'était 3, on appelle ça des centres médico-psychologiques, c'est des centres de consultation qui allaient se retrouver rassemblés avec un foyer post-cure qui est un site de suite d'hospitalisation dans un même bâtiment. Donc les patients étaient un peu inquiets à l'idée d'emménager dans un enfin la représentation d'un grand bâtiment comme un aéroport dans lequel ils allaient perdre leurs repères, parce que c'est très important les repères chez nous, et un peu même constat pour les professionnels. Donc comment est-ce qu'on a travaillé? D'abord on a fait énormément d'enquêtes sur place. Dans les sites existants avant la construction du bâtiment. Donc on a passé du temps, alors voilà, sans filtre, à quoi ressemble le site, donc assez bigarré, assez ancien, avec un peu de mélange de nouveaux d'anciens, de meubles anciens, d'horribles meubles de nos catalogues actuels, des forêts d'informations un petit peu partout. On a passé du temps avec les professionnels de santé, comprendre leur exercice au quotidien dans ces différentes structures, passer du temps avec les patients. Vous avez un monsieur qui est assis là, qui vient tous les jours dans son centre de consultation, même quand il n'a pas rendez-vous, pour pouvoir écrire des poèmes sur cette petite table, parce que chaque jour, ça lui fait un rendez-vous. Et ça rythme sa vie. C'est un monsieur qui, comme beaucoup de personnes qui sont soignées en psychiatrie, n'a pas d'emploi, qui est donc quelqu'un qui est assez isolé, bien qu'en ville. Donc voilà, ça lui fait une visite quotidienne. Donc la question, c'était aussi de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont pris leur marque dans ces sites, et ça fait partie de leur quotidien, qu'est-ce que ça donne dans le nouveau bâtiment? Donc on a regardé un peu toutes les questions relatives aussi à la manière dont ils étaient pratiqués dans une première phase. Dans une seconde phase, on a commencé à les faire discuter les uns avec les autres. Quand je vous disais qu'on était un trait d'union, c'est aussi sur ces fonctions-là. Donc on a fait discuter les professionnels les uns avec les autres. On a commencé aussi à mettre en image ce que pouvait être ce futur site. Donc c'est l'image que vous voyez avec plein de photos et des petits post-it. Parce que vous avez l'habitude de faire de la recherche documentaire, de pensée décloisonnée, vous avez l'habitude des images conceptuelles, d'inspiration, etc. Rendu à l'hôpital, les gens ont beaucoup de mal à se projeter dans ce que pourrait être un nouvel hôpital. Donc il faut beaucoup les alimenter avec des images de référence, d'essayer d'aller les chercher en dehors de l'hôpital pour alimenter les conversations. Sinon, vous retombez immanquablement sur les mêmes salles d'attente avec du linoléum par terre, un présentoir et des fauteuils sur les potences où les gens sont assis les uns à côté des autres en randonnée. Donc, il faut vraiment alimenter avec des images venues de l'extérieur, oxygéner. Donc on travaille beaucoup de cette manière-là.
et faire discuter les gens, introduire un petit peu de controverse, se rendre compte que les gens ne sont pas d'accord, quelles sont les questions de fond. Donc on organise beaucoup de ce genre de rendez-vous. Suite à quoi, on avait aussi organisé ça avec les patients, et je ne montre pas d'image là. Ça s'était pas très bien passé avec les patients. Le fait de venir dans un atelier, discuter sur le futur de leur nouvel équipement de soins, ils n'étaient pas super à l'aise, ils n'avaient pas beaucoup de prise, ils étaient intimidés. Je vous ai quand même décrit depuis le début des gens qui peuvent être assez fragiles, assez sensibles et qui peuvent être intimidés par un format d'atelier, même avec des chouquettes et des gens sympas et bienveillants. Du coup, on s'est dit qu'on allait changer de mode et on a lancé ce qu'on a appelé après des balades urbaines. Grosso modo, alors j'aimerais bien. Voilà. Qu'est-ce que c'était ces balades urbaines? C'était se dire que nos patients, donc je vous l'ai dit, ce sont des habitants, ça veut dire qu'ils connaissent leur quartier, qu'ils pratiquent leur quartier. On allait essayer de travailler sur un mode plus mobile, plus itinérant, en mouvement. Et, vous connaissez peut-être dans l'histoire de l'art Thierry Davila, l'histoire de la marche dans le processus de création. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple en fait d'aborder le futur de ce nouvel équipement quand on était en mouvement et dans un espace que les patients connaissaient très bien, qui était leur quartier. Donc on a sillonné, alors on n'a pas fait que se balader, on a beaucoup discuté, on a fait aussi des balades thématiques. On a sillonné ce quartier pour faire remonter des éléments qui avaient intégré le cahier des charges de ce nouveau bâtiment. On discutait, il y avait toujours un moment, un repas comme vous voyez là, où les gens partageaient leur point de vue. Vous voyez là des patients et des soignants. En psychiatrie, les patients, c'est pas visible qu'ils sont patients. Donc c'est important ce que je dis là parce qu'en fait il y avait un espèce de mélange plutôt efficace où les soignants n'avaient pas de blood, les patients pouvaient être vous et moi, et sont souvent vous et moi d'ailleurs, et ils pouvaient discuter de manière très libre. Là où rendu dans l'espace d'un atelier, dans un espace circonscrit, les gens étaient intimidés. Là, ça s'est fait de manière très naturellement, du l'hypopotamus, puis des délicieuses côtelettes, c'était super. Qu'est-ce qu'on a fait dans ces balades aussi? On a parfois été guidés par des professionnels qu'on avait commencé à ramener. On s'est baladé comme ça avec un illustrateur qu'on voit là qui s'appelle Julien Billaudot. On allait bientôt mandater sur la réalisation d'une carte des ressources de ce quartier, je vous le montrerai après. On a aussi été accompagné par des coloristes. Et on a fait ce qu'on appelle du contre-typage de couleurs du quartier. Donc progressivement, on a thématisé aussi ces balades. Et en fait, on remplissait quasiment le même objectif qu'un atelier en tant que tel. On a observé aussi ces singularités. Vous apprécierez ce superbe leader prize dans un bâtiment assez singulier avec une façade un peu western qui avait été remarqué par les patients comme étant un des éléments qui faisait un peu point de repère dans le quartier. Ça nous a aidé du coup à nous projeter dans ce qui a été le futur bâtiment. C'est aussi balader dans les équipements culturels publics du quartier, une très belle médiathèque, un théâtre public, le conservatoire, qui nous ont accueillis. À quoi ça servait ça? Ça servait à créer du lien local avec des équipements publics comme nous sommes un équipement public de santé. Et ça visait aussi à apaiser un peu l'arrivée de ce nouveau bâtiment. Imaginez-vous, vous habitez avec votre famille dans une rue et il y a un centre psychiatrique polyvalent qui ouvre dans votre rue. Vous pouvez être un petit peu inquiet, vous dire qu'est-ce qui va se passer. Donc là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Les voisins, les habitants étaient un petit peu inquiets à l'idée de l'arrivée de cet équipement. Donc on a aussi fait un gros travail d'ancrage territorial pour en faciliter l'arrivée et démontrer qu'en fait ces patients, c'était ni plus ni moins que des habitants et des voisins de ce quartier. Donc l'un des premiers projets qui est issu de cette démarche, c'est une grande carte des ressources du quartier qui a été donc illustrée par Julien Billaudot sur la base de ces balades et ce qui avait été repéré comme des ressources par les patients. C'est un peu, si vous voulez, comme une espèce de Google Maps dans lequel ce qui est pointé, ce qui est dessiné, c'est des lieux repérés comme, par exemple, un petit jardin dans lequel on peut aller avant ou après un rendez-vous, dans lequel on peut se calmer, se préparer. Ça pouvait être un super bus qui dessert les places les plus intéressantes de cet arrondissement, la mairie et quelques services. Alors c'est pas tout le 15e que vous voyez là, c'est vraiment une portion. Un espace où on peut voir des hélicoptères décoller,
une super librairie historique qui est là depuis 25 ans, qui est vraiment un lieu où on peut librement aller feuilleter des livres. Ce que je dis par là, c'est que ce n'était pas à nous de pointer les ressources du quartier. C'est devenu des patients habitants d'identifier et du coup de transmettre aux autres ce qui pouvait être synonyme d'accueil et d'intégration dans le quartier. C'est une carte qui a été réalisée en plusieurs exemplaires et qui est dans toutes les salles d'attente de ce site. Un très gros projet aussi autour de la couleur. On a commencé à essayer d'introduire l'idée selon laquelle la couleur n'était pas que décorative, qu'elle pouvait aussi être mise au service d'un usage, ici qu'on avait repéré autour de l'orientation. Comment est-ce qu'on pouvait soutenir une signalétique comme on les fait si bien ou si mal, vous verrez par vous-même à l'hôpital, la compléter d'un support plus intuitif qui était l'aide à l'orientation par la couleur. Mais pas une couleur discrète, une couleur qui prend tout l'environnement en 3D et qui aide à se repérer d'un plateau à l'autre, qui aide à trouver des lieux ressources que sont le secrétaire médical, les toilettes, la salle d'attente, etc. C'est aller un petit peu plus loin que ce qui est aujourd'hui couramment développé dans les hôpitaux. Vous savez, ces espèces de lignes de couleurs, comme dans les transports en commun, où il faut suivre la ligne bleue pour aller dans tel endroit. Donc, on a pensé qu'il fallait investir plus généralement l'environnement architectural. Seulement, le problème de la couleur, c'est que c'est un sujet qui clive. Tout le monde est légitime pour dire le jaune c'est pas beau, le rouge c'est le sang du Christ, le noir c'est sombre, ah j'adore le bleu canard surtout, j'ai vu ça dans les magazines, et le jaune moutarde aussi. Donc tout le monde avait un avis sur la couleur, c'était un brouhaha pas possible et c'était infernal. Donc les infirmiers, les cadres, alors si possible dans les fonctions un peu dans la hiérarchie de l'établissement, les directeurs, les médecins chefs, les cadres supérieurs, ils étaient tous super assurés de leur bon droit de choisir le super bleu canard qu'ils ont chez eux dans leur cuisine, mais c'est trop beau, et que c'était ça qui allait aller dans leur environnement de travail qu'ils avaient imposé aux autres. Donc on s'est choisi un tiers médiateur, une belle agence spécialisée dans la couleur dans l'environnement, qui s'appelle NACARA, N-A-C-A-R-A-T, qui est installée à Toulouse, et qui nous a servi de médiateur et surtout d'expert dans cette utilisation de la couleur au service d'eux, et qui a du coup été l'animateur de ces réunions dans lesquelles ils ont aidé à monter en compétence sur la question de la couleur et dépasser les j'aime ou j'aime pas. Donc ça a permis de créer, si vous voulez, une sorte de communion et d'association des professionnels autour de l'identification de ce qui allait être les couleurs de leur nouveau bâtiment et d'éviter des levées de boucliers bêtes et méchantes des goûts des uns et des autres. Ça nous a permis aussi de critiquer les choix de couleurs qui avaient pu être faits dans les hôpitaux. Vous avez eu le blanc, après vous avez les couleurs pastel, et aujourd'hui vous avez les couleurs blocs, vous avez des maxi-couleurs un peu partout. Tout ça, c'est des modes pour lesquels il n'y a pas forcément une réflexion approfondie autour d'une couleur bienfaisante, d'une couleur guidante, etc. Donc on a essayé de dépasser ces modes aussi pour investir la couleur usage. Je m'attends un tout petit peu là-dessus, pour vous dire qu'on utilise chaque projet aussi pour introduire de nouvelles idées, parce que c'est aussi à ça qu'on sert. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut aller beaucoup plus loin avec la couleur. En plus, la couleur à l'hôpital, ça reste de la peinture, quelque chose qui ne coûte pas cher, qui empêche ni la sécurité, ni les incendies, ni les machins, et sur lequel on peut avoir un impact très fort dans les espaces, mais qui est vraiment trop timidement et très mal utilisé. Et dont on veut du coup faire monter un peu en compétence, sur laquelle on veut faire monter en compétence l'hôpital. Alors, je vais vous présenter maintenant brièvement plusieurs projets. On est dans les temps encore. Très brièvement. Alors, un projet autour du repas dont je vous parlais tout à l'heure, l'eau à la bouche, sur lequel on s'est saisi de l'urgence d'améliorer l'expérience du repas pour nos patients hospitalisés très longtemps et pour lesquels ça affecte beaucoup leur morale, ces mauvais repas 3 fois par jour. Donc le projet l'eau à la bouche, on l'a mené dans un temps très court parce que c'était vraiment l'objet d'un financement dont on avait bénéficié que de faire une espèce de marathon, tout devait être fait en 3 mois. Donc d'abord il y a eu un gros travail comme d'habitude, enfin, notre rituel d'observation, d'ouvrir les chakras avec des photos qui racontent d'autres manières de manger, seul, ensemble, manger dans le même plat et parler de tout sauf de barquette à l'hôpital, pour ouvrir un peu les représentations de ce qu'on pouvait faire. Une intervention qui a eu lieu, alors je ne vous montre pas le avant-après, je vous montre le après,
de manière très ponctuelle sur la salle de restauration, dans laquelle on a fait une repeinture des murs, un travail sur le menu, un travail sur les chaises, qui, un peu comme vos chaises dans votre cafétéria, sont légères, sont empilables et ne faisaient plus un horrible grincement comme les chaises qu'il y avait avant. On a travaillé aussi sur tout ce qui est accessoirisation de la table, parce que quand on est arrivé, il y avait une grande partie de plastique et pas d'assiette, parce que les patients sont servis directement dans des barquettes individuelles. Sur le plan sensoriel, quand même, c'est très agressif. Donc on a fait un travail aussi pour réintroduire un tout petit peu de sensorialité à travers le verre, la céramique, quelque chose de cassable aussi, de la vaisselle cassable. Ça paraît rien, mais dans un univers de plastique jetable ou pas, mais aux qualités très pauvres, de réintroduire du cassable, c'est une mini-révolution. D'introduire aussi des paniers à pain. Ça, c'est un travail qu'on a vraiment mené avec les équipes, parce que les paniers à pain, là encore, ça paraît être du bon sens. Mais en psychiatrie, comme il arrive parfois qu'un patient très délirant, très psychotique mange tout le pain de tout le monde, les paniers à pain avaient été supprimés. Mais du coup, ça pénalise l'immense majorité des patients qui peuvent tout à fait se manger du pain à leur faim. Et tout se fait toujours comme ça au détriment des autres. Donc on a réintroduit les paniers à pain de manière concertée avec les équipes, et on l'a fait en plus avec des petits paniers en osier qu'on était allé chercher. Donc tout ça, ça a été un peu dans des combats successifs. Il y a eu donc une vue de détail de la table. Vous voyez aussi au dos, on avait ramené des livres d'images, des bandes dessinées, des choses aussi qui invitaient un petit peu à rester. Et on a mené un atelier autour de la préparation d'un goûter. Je vous ai décrit ces terribles barquettes. Dans le moment du goûter, vous avez, dans le meilleur des cas, un fruit non pelé. Beaucoup de gens ne mangent pas un fruit non pelé, ne peuvent pas peler ou ne veulent pas manger la peau, donc il y a un gâchis alimentaire phénoménal. Et éventuellement, mais pas toujours, des biscuits en plastique dans des sachets individuels qui sont mauvais et de toute façon, voilà, qui produisent encore plein de plastique et de machin. Donc là, ce qu'on avait proposé, c'est de réintéresser les équipes soignantes à la préparation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus en tant que tel de préparation. Vous savez peut-être, les écoles comme les hôpitaux n'ont plus vraiment de cuisine centrale. Il n'y a plus de préparation de repas. Ils sont livrés de plats chauds. Les plats chauds sont réchauffés, dans le meilleur des cas mis dans des assiettes, et chez nous, laissés dans leur barquette. Donc il n'y a plus de geste de préparation. Alors même que le geste de préparation, c'est un geste de soin, c'est une attention qu'on transmet. Et les patients sont hyper sensibles aux quelques attentions qui traduisent le soin qu'on prend d'eux et le fait qu'on les respecte aussi en tant que personnes et pas que qu'ils ne sont pas toujours réduits entre guillemets à l'état de patient. Donc l'importance de la préparation est cruciale. Donc, vous, ça vous parle. À l'hôpital, c'est encore une fois l'objet d'une mini-révolution. Donc on avait fait venir une designer culinaire sur 2 ateliers de goûter. Et l'objectif, ça a été de montrer qu'avec les moyens de l'hôpital et sans nous augmenter la facture lipidique de tous les patients, parce que évidemment les diététiciens contrôlent énormément l'apport de sucre, donc on n'introduit pas tout ce qu'on veut comme ça, d'organiser un mini goûter gustatif et visuellement attrayant, engageant, qui mettent en appétit. Donc de retrouver le plaisir de la préparation et le plaisir du partage de ce moment. Donc ça a eu lieu 2 fois et ça a fait des petits parce que ce projet, je sais j'en ai pas d'image là, mais il a été reproduit ensuite sans notre aide par les soignants. C'était très gratifiant aussi pour eux de se rendre compte qu'une fois qu'ils avaient préparé tout ça et qu'ils avaient ouvert la porte aux patients, les patients arrivaient, se servaient, là encore raisonnablement, et pas comme dans les fantasmes, ils n'avaient pas tout engouffré ou jeté par terre. Ils étaient arrivés comme quand on est invité, ils s'étaient servis, ils étaient restés pour parler. Ils avaient remercié les professionnels de santé. Là encore, ça vous semble de l'ordre du bon sens, mais dans les relations très dégradées à l'hôpital entre les soignants et les patients, ça a réintroduit une gratification et donc une qualité pas possible pour les professionnels. C'est évidemment bénéfique pour les patients parce que c'est un moment partagé, un moment de qualité sur tous les plans et c'est un moment d'échange avec les soignants. C'est une toute petite chose autour de l'expérience du repas, le fait de préparer et de travailler sur le service, mais ça peut entraîner une foule derrière de prise de conscience et d'action pour réintroduire cette étape-là qui ne prend pas plus de temps parce que c'était aussi ça l'enjeu. Les soignants sont pas assez nombreux, donc
les tâches sont répétées, automatiques et minutées. Et sur celle-ci, on a pu montrer que sur la préparation de ce genre de recettes, on restait dans des temps compatibles avec les plannings. C'est pour ça que je vous disais aussi que c'est très important d'être en phase avec le travail, parce que tout ce que vous introduisez, si c'est en décalage avec les rythmes, les compétences, les attentes des gens, ça va faire flop et tout le monde sera déçu. Donc c'est vraiment important au préalable de faire ce travail d'observation, de compréhension voilà, du milieu dans lequel vous intervenez et des responsabilités, des limites des uns et des autres. Je vais parler très rapidement d'un projet rapide qu'on a mené l'an dernier avec la bibliothèque médicale. Donc on a, comme vous, une bibliothèque, alors chez nous elle est spécialisée. Elle est néanmoins ouverte à tous. Donc les documentalistes étaient un peu désespérés de leurs espaces. Ils souhaitent avoir des travaux, mais ils ne sont pas prioritaires sur la liste de notre direction des travaux qui doit en priorité rénover tous les espaces d'accueil des patients. La bibliothèque médicale, en gros, c'est un peu à la fin de leur pile. Donc partant de ce constat, ils nous ont demandé ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc nous, on leur a proposé d'organiser une sorte de hackathon. Vous connaissez peut-être les muséomix ou les garomix. Eh bien, on a fait un bibliomix. Donc on a accueilli pendant 2 jours et demi des professionnels internes et des participants externes, c'est la partie intelligence collective dont je vous parlais tout à l'heure, pour réinventer l'expérience de la bibliothèque pendant 2 jours et demi en travaillant in situ. Donc, ce que je vous raconte là, c'est un OVNI de chez OVNI à l'hôpital. Il n'y a pas de hackathon dans les bibliothèques à l'hôpital. Donc c'était un gros effort des documentalistes de se dire ok, on va essayer de rentrer des gens de l'extérieur qui ne sont pas des experts comme nous de la bibliothèque médicale, qui peut-être ne même connaissent pas la psychiatrie, peut-être ne connaissent pas l'hôpital, mais ils sont susceptibles quand même de nous donner de bonnes idées. Donc on avait, comme souvent dans ces genres d'événements, on avait d'autres documentalistes venus d'ailleurs, venus pêcher des idées, beaucoup d'étudiants, développeurs, architectes, designers, on avait aussi un historien. Donc on avait une vingtaine de personnes, ce qui pour un premier bibliomix médical est énorme, qui pendant 2 jours et demi sur des thématiques qu'on avait préparées, ont participé à faire des propositions. C'était des équipes pluridisciplinaires, il y avait toujours 2-3 personnes de l'extérieur, un documentaliste de l'équipe et l'un d'entre nous qui faisait de l'équipe du LABA, qui faisait aussi le lien, qui vérifiait que tout se passait bien selon le programme qu'on avait établi. Et donc il y a eu aussi beaucoup d'expérimentations et de tests, alors tant sur l'espace en lui-même que aussi des visualisations en 3D. Donc en gros il y a eu tout un projet autour du réaménagement de cette bibliothèque, sans forcément trop toucher au mur, mais de redistribuer les espaces à leur fonction. Il y avait un projet aussi autour de la bibliothèque hors les murs. Qu'est-ce que c'est que d'être documentaliste dans un site éclaté en 90 structures dans Paris? Comment est-ce qu'on se rend disponible? Et puis un projet plus de la bibliothèque dématérialisée. Je veux dire par là qu'on a introduit, là encore, une manière de voir et de penser le projet qui est vraiment très différente de celle dont l'hôpital a l'habitude, qui consiste à faire appel à des regards croisés, des regards non experts, reconnaissant de l'expertise d'usage, de gens qui peuvent juste être des pratiquants de la bibliothèque mais qui n'en sont pas des experts reconnus, et que sur des sujets sur lesquels chacun peut avoir quelque chose à dire, en fait on peut dépasser les solutions sur lesquelles on s'était arrêté, parce que pour la bibliothèque, sans travaux on ne pouvait rien faire. C'est toujours cet automatisme qui veut que sans travaux, en gros sans intervention sur les murs, on ne peut rien faire. Nous on est aussi beaucoup là pour démontrer qu'on peut faire aussi beaucoup sur ce qui se passe dans ces murs-là. Peut-être que des travaux sont nécessaires, mais on peut aussi beaucoup repenser voilà, l'organisation, les services, l'expérience de manière un peu plus frugale. Et je ne dis pas ça parce qu'on a une injonction du haut qui nous dit essayez de faire plus avec moins, mais c'est aussi parce que c'est notre manière de penser que de dire qu'on peut réaliser des grands changements déjà avec des petites choses. Donc on cultive cette politique des petits pas, parce que si chacune de nos interventions démarrait par les travaux, en gros, ce ne serait pas possible. Je vais bientôt en finir, je vais juste en dire quelques mots de la Maison du patrimoine de Péré-Vaucluse. Vous avez parlé de cet hôpital historique, donc ancien asile de la Seine qui avait 150 ans et qui a fermé. Donc on y a animé un lieu temporaire qu'on a appelé la Maison du patrimoine, donc dans des locaux qui étaient d'anciens services techniques mais abandonnés. On est arrivé vraiment dans un hôpital quasi abandonné pour faire 2 années de collecte de mémoire, d'exposition,
alors d'expositions de micro-histoires de professionnels retraités qui y avaient travaillé toute leur vie, qui avaient vécu les bouleversements de la psychiatrie au XXe siècle, qui nous ont ramené des objets, qui nous ont ramené des histoires, qui nous ont ramené des photos. Donc nous, on a fait un travail on va dire de traduction et de muséographie, mais avec 3 bouts de ficelle, sur tout ce qui avait pu être l'histoire de ce site. J'ai pris cet exemple pour vous montrer aussi que parfois on a des projets qui nous éloignent de ce qu'on pourrait penser être le cœur de nos compétences initiales, mais c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette histoire, comment est-ce qu'on peut la présenter dans un lieu qui n'est pas et ne sera jamais un musée, parce qu'un musée c'est très dur à entretenir, c'est très dur à animer, il y a beaucoup de musées poussiéreux qui sont fermés, mais plutôt de concentrer sur 2 ans une dynamique très forte, avec beaucoup d'expositions, beaucoup d'interventions. On avait fait un projet avec le lycée du coin, un projet d'éducation artistique et culturelle. Vous avez peut-être connu ça au lycée, maintenant c'est obligatoire dans les classes de seconde, que d'être intégré dans un projet animé par un artiste. On avait un artiste qui s'appelle Sébastien Rémy, travaillait avec le Centre d'art contemporain de Brétigny-sur-Orge. Cet artiste, pendant 2 années consécutives, a fait travailler les lycéens de seconde, à qui il a fait visiter notre ancien asile désaffecté. Donc je peux vous dire que ça a été un sacré choc pour les lycéens de seconde qui étaient aussi arrivés avec leurs images dramatiques de la psychiatrie, des asiles et des films où il y a des foyers qui font des trucs pas possibles dans les hôpitaux. Là, ça les a ramenés, si vous voulez, à une tranche d'histoire méconnue et avec beaucoup d'humilité. Du coup, ils ont rencontré des anciens professionnels, ils ont compris cette histoire hospitalière et fait 2 années de très 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 beaux projets avec l'aide de Sébastien Rémy pour réinscrire aussi cette mémoire dans une dimension vivante et active avec des jeunes de ce territoire, parce que cet hôpital, il avait été ce qu'on appelle un bassin d'emploi très fort. En gros, tous les gens qui habitaient ce coin-là ont travaillé, ou ont un cousin qui a travaillé, parce que il y avait 5000 professionnels qui travaillaient au plus fort de sa vie, donc c'était tout métier confondu. Donc ça, c'est des expositions successives qu'on a pu organiser. Je suis peut-être... je vais m'arrêter là pour laisser un petit peu de place aux questions. Je ne peux pas vous parler de tout. Donc, merci pour votre attention et à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Même des questions bêtes, hein. C'est peut-être une question bête, mais je me demandais les repérages couleurs dans l'hôpital. Est-ce qu'ils étaient adaptés aux daltoniens? Non, c'est pas une question bête. Alors, non, on n'a pas fait de travail du tout sur les daltoniens. C'est pas notre cœur de cible. En revanche, non. Par contre, ce qui a été fait, c'est vraiment un travail sur les contrastes pour les personnes qui pouvaient avoir des déficiences visuelles. Ce qui, là encore, n'est pas le cœur des patients, mais qui peut arriver, donc des contrastes très marqués entre les sols et les murs pour distinguer les plans. Merci. J'avais une question, c'est vous ou les personnes qui vous entourent ou que vous connaissez d'autres personnes qui travaillez ou pas sur l'architecture même du bâtiment en fait, si vous intervenez quelquefois par exemple, je sais pas, les angles droits, des murs, je sais pas qui, mais sur l'architecture du bâtiment. Alors, c'est ce qu'on vise, mais c'est pas simple, parce que la construction et la maintenance et la réhabilitation des hôpitaux, c'est le précaré des directions de travaux des hôpitaux.
Les directions de travaux des hôpitaux, ce sont du coup des ingénieurs, parfois des architectes, des techniciens qui sont vraiment spécialisés dans la construction et la maintenance à l'hôpital, elle-même qui est très réglementée. En fait, il y a des ratios nationaux pour la mise en place et toutes les normes en matière d'accessibilité, de sécurité qui sont normalisées au niveau national. Donc, on va dire qu'il y a une marge de manœuvre qui est assez limitée, mais qui n'est pas... enfin, il reste une marge de manœuvre. Cependant, aujourd'hui, comme l'arrivée des designers, elle est très récente à la table des négociations, on va dire, on n'a pas encore vraiment réussi à collaborer tout à fait efficacement avec la direction des travaux. C'est un travail qui est très difficile parce qu'on pense venir des mêmes milieux, mais en fait pas du tout. On ne regarde pas du tout l'hôpital avec les mêmes lunettes. Nous, on va regarder ce qui va sembler être des détails pour les uns, et nous, on va penser qu'ils pensent qu'à la sécurité, les autres. On n'a pas du tout les mêmes préoccupations, il y a un travail de fond à faire avec les ingénieurs et les architectes hospitaliers, parce qu'ils ont pour de bonnes raisons, hein, mais la fâcheuse tendance à reproduire les mêmes environnements et à considérer que, enfin ça n'est que mon point de vue, hein, que la contrainte prime sur toute autre préoccupation, et c'est la raison pour laquelle, si on n'est pas là au bras de fer sur la démarche d'hospitalité qui devrait transpirer dans la conception de tous les hôpitaux, c'est toujours la dimension qui passe à la trappe. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de collaboration avec les directions de travaux et nous ne sommes pas encore reconnus comme légitimes pour intervenir sur l'architecture de ces bâtiments. Néanmoins, comme je le disais, on est plutôt dans la politique des petits pas. On commence à poser nos marques et quelques balises sur, par exemple, les questions liées à l'orientation et la désorientation, la signalétique, le repérage. On a pu faire un gros coup avec ce cahier des charges pour un nouvel hôpital dans lequel on a introduit de manière non négociable voilà, des dispositions pour le corps allongé, les mètres carrés, etc. Mais c'est quand les opportunités se présentent, quand on est super soutenu par la direction du site en question, c'est pas simple. C'est pas simple. On n'y est pas encore. Mais cependant, il y a des très beaux projets. Alors, je teins en noir là, le travail des architectes et des ingénieurs, c'est faux. Il y a des très bons projets d'hôpitaux. On va aller visiter dans pas très longtemps un hôpital à Metz, un hôpital psychiatrique qui a été conçu en étoile, qui est hyper intéressant. Il y en a plein d'autres en Europe. Il y a des tentatives de faire autrement. Mais après, il ne faut pas tout mettre sur le dos des architectes. Les maîtres d'œuvre sont eux-mêmes très contraints par la technique et par surtout les budgets alloués à ces projets. Et ils ont souvent eux-mêmes du mal à faire passer des nouvelles idées de construction et d'aménagement des hôpitaux. L'hôpital, c'est vraiment un environnement qui est très normé. Et alors, c'est excitant pour les designers parce qu'on aime bien les contraintes. Mais l'excitation, parfois, elle touche un petit peu à ses limites parce que il y a beaucoup à inventer, mais il faut encore que le contexte soit propice aussi pour cette prise de risque. Donc, c'est encore des choses vraiment fragiles. Moi j'ai une question, mais je pense que ma voix porte. Ouais. Par rapport en termes de temporalité, la question de la temporalité en fait par rapport à vos projets, c'est-à-dire que sur la période du diagnostic, moi je me pose la question des proportions par rapport au développement même du projet. Combien de temps ça vous prend? J'imagine que c'est pas les mêmes enjeux. C'est un projet que vous initiez ou un projet qui est de l'ordre de la commande par le service de direction. Comment vous gérez ce temps-là? Parce que ça prend du temps et c'est pas vraiment le projet, mais c'est la même chose. C'est sûr que ça prend du temps. Après, on a réussi à voir que plus ça allait, comme on est à l'intérieur de l'hôpital, plus on pouvait capitaliser sur ce qu'on avait appris aussi dans d'autres services. On passe toujours ce temps incompressible, du temps long, utile ou inutile, mais qui pas au final toujours utile. C'est un temps qui, au-delà de nous aider à comprendre ce qui se joue sur le terrain en question, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qui bloque, etc., nous aide aussi à entrer en contact avec les patients, les professionnels, parfois les familles, et à tisser des liens dont on a besoin sur le genre de projets plus expérimentaux, on pense, parce que sans la confiance totale des soignants, on ne peut pas faire ces projets. Donc c'est un temps qui est, je dirais, directement utile aussi à la mise en œuvre du projet, parce qu'on apprend à se connaître. On apprend
apprend à travailler ensemble. Progressivement, on rassure les professionnels parce qu'ils se rendent compte qu'on est assez en phase en fait avec leurs préoccupations, avec leurs besoins, avec leurs contraintes. Donc c'est un temps qu'on a quand même le luxe de passer un peu plus parce qu'on est à l'intérieur de l'hôpital, et qui explique aussi le fait qu'on peut faire des propositions un peu plus ambitieuses que ce qu'on aurait pu faire en étant à l'extérieur. Moi-même, je l'ai vécu en travaillant en tant que prestataire pendant plusieurs années. Là, on peut faire aussi du service après-vente de ces projets. On revient après, on va voir comment ça vit, on peut corriger des choses. Donc c'est un temps qui est dilué, j'ai du mal à le dénombrer parce qu'il est dilué comme on est déjà à l'intérieur de l'hôpital, mais c'est un temps qui est vraiment indispensable pour se connaître et pour se soutenir et garantir l'adhésion des parties prenantes au projet. Juste un exemple, le premier que vous avez donné sur la réunification, vous avez fait les balades urbaines, etc. Ça vous a duré combien de temps? Alors, les balades urbaines, on en a fait 9. À chaque fois, elle durait une demi-journée. Avec un repas, un steak d'hippopotamus comme fin. Je le dis, c'est important parce qu'il se passait plein de choses au moment du repas aussi. Donc là, par exemple, 9 fois une demi-journée. Et préalablement, dans les 4 structures, on avait dû passer 3 à 4 demi-journées. C'est plusieurs mois, voire un an. Alors là, en plus, les travaux du futur site avaient pris du retard, donc ça s'est étiré dans le temps, et ça arrive souvent. Donc quand ça s'étire dans le temps, on a aussi l'enjeu de revenir régulièrement voir les professionnels, parce que quand ils ne nous voient plus, ils commencent à désespérer, ils se disent « Ah, je le savais, il va rien se passer ». Donc, parce que parfois ce délai qui s'étire ne dépend pas de nous, des travaux qui ont pris du retard, une décision de la direction générale qui finalement n'arrive pas. Donc nous, il faut qu'on continue à montrer qu'on est dans le projet, qu'on continue à travailler même si on n'est pas sur le site, qu'on est dans nos bureaux. Donc on y revient aussi par moments. Quand les temps s'étirent, mais après ça peut être très resserré, le projet autour du repas. En tout et pour tout, il a duré 3 mois, avec 3 semaines d'immersion initiale. Et c'est un temps qui sert autant à installer, à instaurer le projet, qu'à favoriser toujours un petit peu plus notre intégration dans notre établissement. Donc, je disais tout à l'heure qu'on passe presque la moitié de notre temps sur de la présentation, de la vulgarisation, entrer en contact avec nos collègues. Le temps d'immersion, il sert concrètement à ça. C'est vraiment, et c'est le pivot pour ce truc. Parce qu'après les gens se parlent, parce qu'on a 5500 collègues, donc on ne peut pas tous les rencontrer individuellement. Mais par contre, eux se parlent. Et on croit beaucoup dans le bouche-à-oreille, donc c'est aussi voilà, c'est un temps qui est vraiment très important. Est-ce que vous avez mis en fait en place personnellement une adaptation par rapport au milieu psychiatrique, une formation On n'a pas eu de formation. Les 2 cofondatrices, on avait toutes les 2 déjà pas mal travaillé dans les hôpitaux. Et ma collègue Karine, elle avait même fait déjà 15 ans à l'hôpital psychiatrique, elle connaissait bien, je connaissais plus les soins somatiques, le corps. En fait, l'adaptation, elle n'est jamais finie d'être faite, mais je dirais que c'est un petit peu moins l'adaptation aux soins, aux soignants, aux pathologies, aux patients, que l'adaptation à l'institution et à son fonctionnement, qui est complexe. Parce que comme on est intégré à la gouvernance de l'hôpital, on doit, alors là je vais plus parler de mon expérience, parce que vous le savez, dans les écoles de design, on n'est pas du tout formé à la sociologie des organisations, on ne sait pas comment fonctionne une organisation publique ou privée, donc ça, moi je le découvre, je continue à le découvrir 3 ans plus tard. Et j'ai eu moins de mal en fait à vraiment appréhender, comprendre l'organisation dans les services de soins, qu'à continuer à me laisser surprendre par les logiques institutionnelles
qui sont éminemment complexes, avec des enjeux de pouvoir permanents, et dans lesquels il faut être très armé. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Et justement, est-ce que c'est pas usant ça? Enfin, j'aimerais savoir un peu la proportion du plaisir que vous pouvez prendre à faire évoluer l'esprit de quelqu'un sur une question, et en même temps, tous les jours, faut être armé moralement, quoi, se confronter à d'autres personnes. Et, je sais pas, vous avez des prestataires et puis là vous êtes en intégré, alors, il y a des moments où c'est usant, hein, pour être tout à fait honnête, mais comme on a régulièrement des petites victoires, ça nous redonne toujours courage. Donc on a une espèce de cellule de crise interne où souvent voilà, on fait un échange de pratiques, on se confie les uns aux autres, ça nous fait du bien, après on va boire des coups et ça va mieux. En fait on a quand même régulièrement des victoires, et qu'est-ce que c'est une victoire pour nous? C'est des professionnels d'un service qui vont être contents de présenter le projet pendant une présentation des cadres, une conférence annuelle des machins, et qui vont le présenter sans nous, avec leurs mots, qui vont être fiers de le présenter. Et ça, on en a de plus en plus des petites victoires, parce que par cooptation successive, on a fini par rencontrer de plus en plus de collègues, et des gens qui parfois aussi n'ont pas directement encore travaillé avec nous, mais qui ont le désir de travailler avec nous, qui nous appellent, on se rencontre, on va chez eux, donc on a beaucoup de gratification, ce qui nous aide à surmonter les moments difficiles quand même. Mais en même temps, c'est aussi ça qui est excitant, parce qu'on n'est pas du tout dans un exercice routinier, il y a tout à construire, et comme personne encore vraiment à l'hôpital ne sait manager nos compétences, on jouit d'une liberté absolue. Liberté que nous envient d'ailleurs tous mes collègues, ce qui n'est pas toujours très simple, mais dès lors qu'ils ont compris qu'on était un espace aussi pour eux de réflexion, de R&D, de soutien à leur propre projet, ça se passe bien. Donc il y a forcément des contreparties, mais on a la chance de pouvoir investir un terrain assez vierge, et aussi de présenter la manière dont nous on considère qu'il faut faire du design là-bas. Donc on arrive encore une fois dans un endroit où il n'y a pas trop de présupposés, on a beaucoup de liberté, ça c'est unique quand même. Et pourquoi la psychiatrie? Alors, pourquoi la psychiatrie? On a bénéficié, j'ai peut-être pas suffisamment présenté le contexte dans lequel nous étions arrivés, mais on a bénéficié en fait d'un alignement des planètes qui nous a permis de créer le labo et de procéder à quelques recrutements. Il y avait donc le contexte de fusion des hôpitaux de Maison-Blanche, Péray-Vaucluse et Sainte-Anne en un seul groupement qui s'appelle aujourd'hui le GHU, qui, comme toute fusion, ramène des sous et ramène aussi une nécessité d'apprendre à faire ensemble, à se connaître, à créer une culture commune qui ne se décrète pas, qui prend du temps, qui s'aménage, etc. Déjà, la psychiatrie n'a pas le même financement que les soins somatiques. Ça, je ne suis pas censée dire, mais la psychiatrie est un peu plus riche en France que l'hôpital généraliste. Vous avez plus de grèves dans ce qu'on appelle le MCO, les soins généralistes, qu'en psychiatrie, parce qu'ils n'ont pas du tout le même système de financement. Mais par ailleurs, nous, on arrivait dans ce moment historique de fusion dans lequel la direction générale qui connaissait notre travail a souhaité pouvoir l'accompagner d'une réflexion sur la culture, les cultures de ces établissements. Et après, elle nous a laissé 6 mois pour proposer un projet qui a ensuite fait l'objet d'un consensus et qui a permis la création du labo. Donc c'était un contexte assez rare. Je ne sais pas si ça aurait lieu à un autre moment. Donc nous, on œuvre aujourd'hui pour que ça puisse avoir lieu dans d'autres hôpitaux. On fait beaucoup de présentations dans des conférences professionnelles, des directeurs d'hôpitaux, des ingénieurs hospitaliers. On cherche à s'aimer. On n'a pas encore vraiment atteint le HESP, qui est l'école qui forme les directeurs d'hôpitaux. À terme, c'est ce qu'on devrait atteindre si on veut réussir à vraiment faire un travail d'essaimage efficace. Donc la psychiatrie, ça s'est présenté comme ça. Moi, j'ai été ravie, après avoir un peu débroussaillé, compris et été sur le terrain, d'arriver en psychiatrie.
J'ai trouvé qu'en psychiatrie, par rapport aux soins somatiques, il y avait plus d'attention portée à l'influence de l'environnement sur le bien-être. Quelque part en psychiatrie, les patients qui sont soignés sont des personnes extrêmement sensibles à un moment tragique de leur vie et qui sont très sensibles aux interactions entre les personnes, entre eux et l'environnement. Là où en soins, c'est peut-être une caricature, mais c'est quand même ce que j'ai ressenti, là où en soins somatiques, en soins généralistes, on est souvent là pour des raisons fonctionnelles. Et donc les médecins et soignants considèrent un petit peu moins l'impact de l'environnement sur le rétablissement des patients. Donc j'ai trouvé un terrain tout à fait fertile et à l'écoute des propositions qu'on pouvait faire, peut-être un peu plus d'ailleurs qu'en soins somatiques. Merci, on va devoir s'arrêter là. Merci.